L'épargne est une valeur essentielle pour les Français, pour vous en particulier, et plus encore depuis la crise du coronavirus. Elle a augmenté le niveau d'épargne de ceux qui le peuvent, une épargne forcée du fait du confinement. Elle a augmenté aussi beaucoup les incertitudes et les questions que vous vous posez. Alors l'épargne, c'est un sujet passionnant. Parce que parler d'épargne, c'est parler d'avenir, c'est parler de projet, c'est parler d'envie, que des sentiments évidemment extrêmement positifs. Ce que nous souhaitons avec Cyril Stévan, c'est être relativement atemporel. C'est-à-dire, au-delà des fluctuations de la conjoncture, donner des grandes tendances, des grandes lignes directrices sur l'épargne. Pour autant, on ne peut pas éluder, bien sûr, l'impact très important de la crise actuelle sur l'épargne, et le gouverneur l'a un peu évoqué. Donc, je voudrais commencer par préciser quatre impacts de cette crise actuelle sur l'épargne. Ce sont d'ailleurs plus des confirmations de tendances déjà existantes que de véritables inflexions. La première, c'est l'abondance. L'épargne des Français est relativement abondante, on va le voir. Et il s'est rajouté, et Christian Jacques-Berret l'a évoqué, il s'est rajouté une épargne supplémentaire qu'on évalue en effet à 90, peut-être 100 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, ce qui est considérable, hein, c'est un mois de consommation. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que cette épargne est quand même assez concentrée socialement, hein, puisqu'on estime que 70% de cette épargne supplémentaire est concentrée sur les 20% des ménages les plus aisés. Et malheureusement, les 20% des ménages les plus modestes, non seulement n'ont pas pu épargner de manière supplémentaire, mais même ont dû s'endetter. C'est néanmoins une première caractéristique, une épargne abondante. Deuxième caractéristique, c'est la disponibilité de cette épargne supplémentaire. Alors là encore, caractéristique structurelle de l'épargne en France qui est relativement disponible, liquide comme on dit. Vous pouvez en disposer, la retirer facilement. Cette épargne supplémentaire, ces 80-90 milliards vraisemblablement, sont en effet pour l'essentiel restés sur les dépôts à vue des banques. Quand on regarde les encours de ces dépôts à vue des banques, à fin octobre, ils ont augmenté sur un an de 23%, ce qui est très important. Troisième caractéristique, troisième impact de la crise sur l'épargne aujourd'hui, sont les taux d'intérêt qui sont très faibles. Alors là encore, c'était une caractéristique, on le verra, qui préexistait bien sûr à la crise. Mais le gouverneur l'a évoqué, les conséquences de la crise, les réponses à cette crise vont vraisemblablement faire que les taux d'intérêt vont rester bas encore plus longtemps que prévu. Et puis dernier impact de la crise sur l'épargne, ce sont les arnaques financières, qui ont bien sûr là aussi préexisté, mais qui malheureusement se sont développées, et le directeur régional l'a évoqué, se sont développées à l'occasion de la crise, parce que qui dit crise dit incertitude, et profitant de ce climat d'incertitude, malheureusement, des escrocs multiplient les arnaques financières, et c'est un point sur lequel on reviendra, parce qu'il nous paraît très important. Alors, pourquoi parler d'épargne maintenant? Parce que l'environnement des taux d'intérêt a beaucoup évolué. Vous avez à droite les taux d'intérêt mondiaux, car le phénomène, bien sûr, dépasse largement le cadre national. Taux d'intérêt mondiaux depuis 150 ans. Il n'y en a pas lésiné sur la période. Et on voit, alors taux d'intérêt réel, ça veut dire qu'on a enlevé l'effet de l'inflation. On voit ces taux d'intérêt mondiaux fluctuent entre 2 et 4% avec de temps en temps des pics liés aux crises et aux guerres. Mais depuis 30 ans, forte chute des taux d'intérêt mondiaux qui sont passés en dessous de zéro. Et à droite, on a une illustration pratique, concrète, avec les fameux emprunts d'État dont je parlais. Aujourd'hui, l'État français emprunte à 10 ans à moins 0,3%, taux négatif. Alors ça, c'est la réalité. Pourquoi? Pourquoi les taux d'intérêt sont-ils si faibles? Quel est le mécanisme? Alors le mécanisme est simple. Le taux d'intérêt, c'est le prix du marché de l'argent. Et le marché de l'argent, c'est comme n'importe quel marché. Je vais prendre l'exemple d'un légume que j'aime bien, la tomate, mais qui pousse sûrement d'ailleurs dans cette belle région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais si vous n'avez pas la tomate, vous pouvez en prendre un autre, ça fonctionne aussi. Le marché de la tomate. Si vous avez beaucoup de tomates sur le marché, le prix de la tomate, bien sûr, va s'écrouler. Inversement, si vous avez beaucoup de demandes de tomates, on sait que le prix de la tomate va grimper. Eh bien, le taux d'intérêt, prix de l'argent, c'est pareil. Si vous avez beaucoup d'argent, beaucoup d'épargne disponible en France, dans le monde, le prix de l'argent, le taux d'intérêt va baisser. Inversement, si vous avez beaucoup de demandes d'argent, beaucoup de demandes d'emprunt, le prix de l'argent, le taux d'intérêt va grimper. Donc, si aujourd'hui, nous avons des taux d'intérêt faibles, c'est d'abord pour des raisons structurelles, durables, qui sont liées à une abondance d'épargne dans le monde. Alors, pourquoi abondance d'épargne dans le monde? Pour plusieurs raisons. Je vais en citer quelques-unes. Des raisons démographiques, le vieillissement de la population, des raisons géopolitiques, l'importance de la Chine, les ménages chinois épargnent presque la moitié de leur épargne. Donc ça, ce sont des raisons, on pourrait dire, durables, qui font que les taux d'intérêt, le prix de l'argent est faible. À ces raisons durables, structurelles, s'ajoutent des raisons plus conjoncturelles, qui sont celles de la politique économique. C'est la volonté des pouvoirs publics de maintenir les taux d'intérêt faibles. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est simple, c'est le boulot des banques centrales, la Banque centrale européenne, la Banque de France en France,
qui ont le pouvoir de créer de l'argent, pouvoir de création monétaire illimité en théorie, donc qui créent en quelque sorte de l'épargne supplémentaire, non pas des tomates, mais de l'argent, et donc cette masse d'argent supplémentaire permet de faire baisser le prix de l'argent et le taux d'intérêt. Et le mais c'est que le taux d'intérêt, c'est un peu Janus. Janus, vous voyez, il a deux faces. Deux faces. Donc, il sert pour le crédit, il sert pour les dépôts. Et quand il est faible, comme actuellement, évidemment, c'est très bon pour le crédit, qui est pas cher, mais c'est pas très bon pour l'épargne, qui est faiblement rémunérée. Donc, c'est véritablement une révolution culturelle que les épargnants doivent intégrer dans leurs choix, dans leurs décisions d'investissement, en prenant en compte le fait que les taux d'intérêt seront vraisemblablement durablement faibles. Alors, qu'est-ce que c'est cette épargne des Français? Pour la synthétiser de manière un peu simple, et imaginer, on pourrait dire que l'épargne des Français, c'est celle d'une fourmi prudente. Fourmi prudente. Fourmi d'abord parce que les ménages français épargnent des sommes assez importantes, on l'a dit, l'abondance. Et on a à gauche justement le taux d'épargne des ménages français, ça veut dire la part de leurs revenus disponibles, après impôt direct, qui est épargnée. En haut, vous avez les Allemands, en bleu, et en dessous, tout de suite, la France. Les ménages français épargnaient en moyenne jusqu'à la crise actuelle 15% de leurs revenus disponibles. Évidemment, là encore, c'est une moyenne, et c'est sûr que ce pourcentage croît, bien évidemment, avec le revenu. Ce taux de 15% déjà élevé s'est envolé presque avec la crise sanitaire, puisque vous voyez, on est monté à 27,4% à la fin du premier semestre. Et l'INSEE prévoyait dans son estimation de septembre que le taux moyen d'épargne pourrait en 2020 passer de 15% l'an dernier à 20% cette année. Donc, fourmi prudente parce que 54% des Français refusent tout risque pour leur épargne. Et en face, on en a que 3% qui nous disent « oui, moi je veux bien prendre des risques importants ». Et entre les deux, on en a un tiers qui nous disent risque modéré. Alors ça, c'est le sentiment que les Français nous indiquent dans nos enquêtes et qui se traduit bien dans la réalité de leurs placements. Vous avez sur ces camemberts les placements dits financiers qui complètent les placements immobiliers. En gros, on a en France 2 tiers de patrimoine immobilier et 1 tiers de patrimoine financier. Là, nous sommes sur le patrimoine financier. Et vous voyez le camembert de droite qui montre que seulement 23%, un petit quart de ces placements financiers, sont sur des supports risqués. Des actions, des obligations, assurance vie en unité de compte, dont on reparlera tout à l'heure. À gauche, le détail, et on voit que le placement fétiche des Français, comme on dit souvent, l'assurance vie, notamment l'assurance vie en euros, pèse pour 39% des placements financiers, ce qui est très important. L'assurance vie en euros, c'est quoi? C'est essentiellement des emprunts d'État. Or, les emprunts d'État, on l'a dit, aujourd'hui, ils sont émis à taux négatif. Donc, on imagine bien que la rémunération de l'assurance vie en euros ne peut pas être très importante, même si aujourd'hui, elle intègre encore des emprunts antérieurs, donc avec des taux d'intérêt un peu plus élevés. L'an dernier, c'était une moyenne de rémunération à 1,5% sur l'année. Cette année, ça devrait encore baisser. Donc, il est très important d'être vigilant sur ces arnaques qui se sont développées, on l'a dit, à l'occasion de la crise économique. Vous voyez que ça a coûté quand même 1 milliard d'euros sur 2 ans aux Français qui en étaient victimes. Donc, c'est considérable. Alors, pourquoi tant d'arnaques financières? Évidemment, Internet, évidemment, la communication mobile qu'il favorise, les taux d'intérêt bas qui peuvent laisser espérer à tort qu'on va trouver le placement miraculeux. Or, on le redira, Cyril insistera là-dessus, bien sûr, c'est très important. Épargne fortement rémunérée signifie risque élevé. Si vous voulez une rémunération élevée, vous devez accepter de prendre des risques. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Alors, les bons réflexes à avoir quand vous êtes sollicité par ce genre de proposition, c'est d'abord d'avoir conscience que les escrocs sont des manipulateurs, sont de fins psychologues au mauvais sens du terme. Ils sont dans l'empathie, ils s'intéressent à vous, deviennent vos amis, vos confidents presque. Mais les signaux que vous doivent vous alerter, c'est que vous ne les connaissez pas, ils sortent de nulle part, qu'ils arrivent par téléphone, par Internet ou en sonnant à votre porte. Le site qu'il vous propose, vous ne le connaissez pas, il n'est pas référencé, et il vous propose bien sûr des rendements élevés sans risque. Rendement élevé sans risque, ça veut dire arnaque financière, ça c'est clair, ça n'existe pas. Donc le bon réflexe, c'est aller vérifier que leur site de placement est bien référencé, car en France, on l'a déjà dit, on le répétera, pour proposer des placements, il faut être référencé. Et donc maintenant, j'en viens au triangle d'incompatibilité. Alors le triangle d'incompatibilité, c'est un concept très connu des macroéconomistes, mais ce soir, on ne va pas parler de régime monétaire, on va plutôt prendre un exemple sur le régime alimentaire.
Imaginons quelqu'un qui veut perdre du poids, qui veut maigrir, qui va voir un médecin et qui dit que son régime alimentaire quotidien, c'est de manger du pain, manger du vin et boire du vin. Manger du pain, manger du fromage et boire du vin. Et là, le médecin lui dit, écoutez, il y a incompatibilité, vous ne pouvez pas vouloir maigrir et manger du pain, manger du fromage et boire du vin. Il va falloir faire le deuil de un des trois éléments. Et là, dans ce triangle d'incompatibilité de l'épargnant, c'est un peu la même chose. On a 3 pointes qui sont 3 objectifs de l'épargnant. La garantie du capital investi, être assuré en fin de période d'avoir au moins autant d'argent qu'en début de période, plus ou moins les 2 frais. La liquidité du placement à tout moment, pouvoir récupérer son argent à tout moment. Et le rendement. Eh bien, on va pouvoir avoir garantie et liquidité, mais on ne va pas pouvoir avoir le rendement. L'exemple type, c'est le livret A. Le livret A vous offre la garantie du capital investi, vous donne la liquidité du placement à tout moment, mais le rendement attendu va être relativement faible, puisqu'aujourd'hui, le livret A est à 0,5%. Autre élément ou autre exemple du triangle d'incompatibilité, on veut avoir la liquidité du placement à tout moment, on veut avoir une espérance de rendement dans la durée qui soit intéressante, et bien là, on ne va pas pouvoir avoir la garantie du capital investi. Et on a pris comme exemple les actions cotées détenues dans la durée. Détenues dans la durée parce que les actions, au bout de 10 à 15 ans, l'histoire montre que c'est la classe d'actifs la plus rentable, la plus performante. Après, le long terme, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans selon la conjoncture. Cotées parce que quand elles sont cotées sur un marché boursier, le marché boursier a cette grande qualité d'offrir de la liquidité. Vous pouvez à tout moment vendre votre action et récupérer de l'argent, après à un cours qui est plus ou moins intéressant, mais ça c'est autre chose. Les marchés boursiers offrent cette liquidité. Et on a mis les actions pour éviter de investir dans une action où la société émettrice ferait faillite. Et donc, les actions cotées dans la durée peuvent offrir du rendement, peuvent offrir de la liquidité, mais vous n'avez pas la garantie du capital investi, notamment tout. Enfin, dernier exemple illustratif de ce triangle d'incompatibilité. Vous souhaitez la garantie du capital investi, être sûr qu'en fin de période, vous avez au moins autant d'argent qu'en début de période, plus ou moins net de frais. Vous souhaitez le rendement attendu. Et là, il va falloir faire le deuil sur la liquidité. On a pris comme exemple les PEL ouverts jusqu'en 2014, qui offrent encore aujourd'hui 2,5% de rentabilité, ce qui est quand même très intéressant quand on sait que l'État, à 10 ans, emprunte aujourd'hui sur les marchés à moins 0,3%. Mais si vous retirez votre argent de ce PEL, eh bien, vous clôturez le PEL, et si vous remettez de l'argent sur un nouveau PEL, là, vous n'aurez une rentabilité que de 1%. Je dirais qu'une bonne démarche d'épargne, c'est 3 séquences. Première séquence, cadrer le projet. Seconde séquence, comprendre les produits. Et enfin, rester informé pour avoir un conseil adapté. Cadrer le projet, et on va revenir sur des concepts qu'on a définis, ça veut dire calculer sa capacité d'épargne. Et je le répète, si on est sur une capacité d'épargne réduite, on sera plutôt sur de l'épargne de précaution, faire face à des dépenses imprévues, et on investira plutôt dans des produits liquides et sans risque de type livret A ou livret d'épargne populaire. Si on a une capacité d'épargne plus importante, on va pouvoir définir différents objectifs pour ces placements. Est-ce qu'on est dans de l'épargne de précaution, dans de l'épargne de projet, un achat immobilier, études des enfants, ou dans l'épargne de long terme, financée par exemple la perte de revenus liée au départ à la retraite. Une fois qu'on a calculé sa capacité d'épargne, qu'on a défini pourquoi on va placer son argent, on va pouvoir définir des horizons de placement qui dépendent à la fois de votre objectif et votre capacité d'épargne. Combien de temps on va immobiliser son argent sur tel produit financier pour tel objectif. Et c'est après avoir calculé sa capacité d'épargne, défini son objectif de placement, déterminer l'horizon de placement, qu'on va pouvoir identifier les produits les plus adaptés, souvent avec un intermédiaire financier. On évalue aussi le niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Et cette évaluation, elle a à la fois une dimension objective et une dimension subjective. La dimension objective, c'est lorsqu'on a un petit patrimoine, eh bien, on ne va pas prendre de risque parce qu'on doit faire face à des dépenses imprévues. Lorsqu'on a un patrimoine plus important, on va pouvoir affecter à une certaine poche de ce patrimoine une poche un peu plus risquée avec des produits financiers qui peuvent offrir dans la durée davantage de espérance de rendement. Ensuite, il y a une évaluation, je dirais, subjective. C'était la tolérance au risque dont je parlais auparavant. C'est est-ce qu'on est prêt, même si on n'a pas besoin d'argent, à supporter une certaine dose de risque, une perte potentielle, ou est-ce qu'on n'est pas capable de le faire et on peut faire une vente panique au plus mauvais moment lorsque les marchés sont mal orientés.
On le répète, Nicolas l'a dit, je le répète, il n'y a pas de rendement élevé sans risque élevé, notamment dans ce contexte actuel de bas niveau des taux d'intérêt. Si on vous dit l'inverse, c'est souvent la voie aux arnaques. Et si vous pensez l'inverse, vous risquez de perdre de l'argent parce que vous n'aurez pas intégré le niveau de risque lié à la rentabilité que vous souhaitez. Et enfin, dernière chose, pensez toujours à diversifier ses placements. En fait, dans les produits financiers, il y a deux types de produits financiers. Il y a l'épargne sans risque et l'épargne risquée. L'épargne sans risque, on est plutôt dans le monde des produits ou livrets bancaires. Ça permet de réaliser des projets du quotidien, de faire face aux imprévus et de financer des coups de cœur. L'épargne risquée, on est plutôt dans le monde, on va dire, de l'univers des actions, qui permet d'investir dans des actifs financiers et de profiter de leur performance potentielle pour des projets de long terme. Et donc, on est plutôt compte titre, plan d'épargne action. Et entre les deux, l'assurance vie multi-support, l'épargne salariale, permet à la fois d'avoir de l'épargne sans risque et de l'épargne risquée selon la pondération que l'on met entre les différents types de produits. Sur cette diapositive, je voudrais vraiment insister sur le livret d'épargne populaire, qui est le livret A en mieux, mais qui est injustement méconnu, notamment par rapport au livret. Le livret d'épargne populaire, c'est un livret qui, comme le livret A, est sans frais, liquide, avec une garantie du capital, mais en mieux parce que quand le livret A offre 0,5% de rentabilité, le livret d'épargne populaire offre 1%. Ce livret d'épargne populaire a été spécifiquement créé pour des personnes aux revenus modestes. Un individu, ça va être 20 000 euros par an, et un couple avec 2 enfants, ça va être 41 000 euros par an. Malheureusement, ce livret d'épargne populaire est trop méconnu, pas suffisamment diffusé. On estime que la population éligible est du double de celle qui, en fait, a ce livret d'épargne populaire. Et toute la politique aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est de simplifier les conditions de diffusion de ce livret d'épargne populaire. Et donc, maintenant, j'arrive sur les produits un peu plus connus qu'on va définir ensemble. L'assurance vie, placement chouchou des Français. On a vu qu'en gros, l'assurance vie, c'est les fonds euros, 39% du patrimoine de l'épargne financière des Français. Les unités de compte, c'est 9% des placements financiers des Français. Donc, l'assurance vie, c'est se constituer un capital ou le transmettre à ses proches en cas de décès, puisque les droits de succession sur l'assurance vie sont relativement réduits. Là, sur cette diapo, je voudrais vraiment que vous reteniez une chose, c'est que dans l'assurance vie, il y a vraiment deux, je dirais, familles différentes, le fonds euro et les unités de compte. Le fonds euro, il offre une garantie du capital, mais le rendement est faible. Avec le fonds euro, vous savez au 31 décembre que vous avez au moins autant d'argent qu'au 1er janvier, plus ou moins net de frais. Mais le rendement est faible puisqu'on va investir sur des classes d'actifs très sécurisées, des obligations d'État. On a vu aujourd'hui que les obligations d'État avaient une rentabilité très faible, voire négative. Et donc, les fonds euros, en 2019, ont fait une rentabilité de 1,5%. On pense qu'en 2020, ce sera encore plus faible. Donc, garantie du capital au prix d'une rentabilité très faible. En revanche, les unités de compte, ça va être des actions, des obligations, elles vont offrir un potentiel de rendement supérieur au fonds euro, mais la valeur n'est pas garantie. Au 31 décembre, vous n'êtes pas certain d'avoir plus d'argent au 1er janvier. Dans la durée, vous pouvez escompter avoir plus d'argent en fin de période qu'en début de période, mais là aussi, c'est pas garanti. Il existe un risque de perte en capital qui est la contrepartie d'une espérance de rentabilité plus forte. Autre famille de produits, l'épargne salariale, à peu près 140 milliards. L'épargne salariale, c'est une épargne qui va être proposée par l'employeur, soit à travers la participation, soit à travers l'intéressement. La participation est obligatoire dès lors que l'entreprise a plus de 50 salariés. L'intéressement est mis en place, il y a un accord d'intéressement. L'entreprise va vous verser des primes si les bénéfices sont là pour la participation, si la performance est là pour l'intéressement. Ces primes, vous avez la possibilité soit de les récupérer, soit de les placer dans des plans d'épargne d'entreprise ou dans des plans d'épargne retraite ou dans des notamment. Si vous les placez dans ce type de plan d'épargne d'entreprise notamment, ce sera bloqué, mais en contrepartie, vous ne paierez pas l'impôt sur le revenu sur les primes placées ou sur les revenus tirés de ces primes placées. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que souvent les frais sont pris en charge par l'employeur. Dans la durée, ça peut avoir un impact très significatif sur la rentabilité nette de son placement. La fiscalité est réduite si les fonds sont bloqués pendant 5 ans.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces produits d'épargne salariale sont avant tout diffusés dans les grandes entreprises, même si la loi Pacte a tenté de permettre une diffusion plus grande dans les très petites entreprises, donc dans les petites et moyennes entreprises. Alors, le plan d'épargne retraite, c'est le produit qui a été créé par la loi Pacte de 2019, qui a vocation à remplacer tous les produits existants, produits individuels de type PERP ou Madelin, produits collectifs de type PERCO. Là, l'idée, c'est que véritablement, le régime fiscal est très avantageux en contrepartie d'une épargne qui est bloquée jusqu'à la retraite. Et donc, jusqu'à la retraite, si le départ à la retraite est dans 10, 15, 20 ans, l'épargne est bloquée jusqu'à 10, 15 ou 20 ans. Le régime fiscal est avantageux parce que, notamment, il est possible de déduire, dans une certaine limite, les montants qu'on souscrit dans le plan d'épargne retraite de son revenu imposable. Et si on a un taux marginal d'imposition très important, c'est fiscalement, bien sûr. Mais à côté de ces critères financiers, il existe aussi des critères extra-financiers qui permettent de donner du sens à son épargne, notamment en prenant en compte des éléments d'environnement, des éléments sociaux, des éléments de gouvernance, ce qu'on appelle notamment l'investissement socialement responsable. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ce webinaire? Connaissez-vous vous-même avant de vouloir connaître les produits financiers. On a certes parlé beaucoup d'argent, mais en fait, on a surtout parlé des gens. Qui êtes-vous? Qui sont-ils? Est-ce que vous êtes plutôt fourmi ou cigale, audacieux, prudent ou tête brûlée? Et plus globalement, quel est votre profil de risque? Donc, connaissez-vous vous-même avant de penser investissement et achat de produits financiers.